Les anciens salariés de la Générale des Eaux priveront-ils la Guadeloupe d'eau? L'UGTG qui est entré dans la danse aujourd'hui fait monter la pression. Le reportage de Karen Diam. Plus de 2 000 € plus cher qu'en France hexagonale. Le coût de l'automobile est plus onéreux chez nous, selon l'Observatoire des prix et des revenus et des marges. Comment expliquer cette sensible différence? L'éclairage d'Yvan Lemar. Fellation, cunnilingus serait dangereux pour la santé selon une étude américaine. Chez les hommes, le sexe oral présenterait plus de risques de développer les cancers de la bouche et de la gorge. Les Guadeloupéens seraient-ils prêts à renoncer à ces pratiques pour préserver leur santé? Vos premières réponses dans cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages d'actualité de ce mardi 17 février. Les discussions semblent au point mort entre les représentants des anciens salariés de la Générale des Eaux et le SIAG, mobilisés ce matin devant les locaux du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe au Gosier. Les délégués de l'UGTG qui ont rejoint le mouvement menacent désormais de fermer les vannes. Reportage Karen Diam. Après l'UNSA, l'UGTG est le second syndicat à pointer du doigt le problème posé par le transfert des 120 salariés de la Générale des Eaux au SIAG. En effet, elle dénonce le non-respect de la procédure. La loi dit que nous avons 15 mois pour discuter. Pendant ces 15 mois-là, l'entité repreneur est tenue de maintenir le salaire identique à ce qu'il avait au préalable chez l'ancien employeur, qui était la Générale des Eaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc les salariés sont en droit de redemander ce qui leur dû par la loi, en attendant de trouver un accord de substitution. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé peut-être le timing où la direction, les élus du SIAG et le personnel, les représentants du personnel, puissent s'asseoir ensemble pour discuter de ce problème-là. Le problème est là, c'est trouver une date pour discuter. Mais un autre point fait l'objet de désaccords. Au niveau Général des Eaux prend signer un accord transactionnel avec deux collectivités. Yon avec Cap Excellence, yon avec CNGT. Où là, les contrats en cours qui te fini normalement 2019 pour Cap Excellence et 2022 pour CNGT, ils diminuent durée à ces contrats-là, ils ramenent à fin 2016. Or, notamment CNGT pour une délibération, on a transféré toute activité à Odeur Guadeloupe. Si on a transféré l'activité là, ça veut dire personnel l'a transféré. Et là, on va regarder aujourd'hui, là, au moment où nous avons parlé, Odeur Guadeloupe pas constitué. Autant encore bon matin là dans les infos, il dit qu'il faut compter premier semestre 2016. Or, accord transactionnel là, a dit qu'elle nous transféré fin 2016. Invité par le président du SIAG à une réunion de travail, le syndicat a refusé cette entrevue pour vice de procédure. Nous péquons pourquoi? Parce que la loi a dit, à d'un début comme ça, convocation l'a fait minimum 3 jours. C'est minimum 3 jours, nous pas en grève. Ou tu es en grève, là on a dans en grève, vous pouvez convoquer mon n'importe qui l'est, n'importe qui l'est. Là nous voyons un courrier normal, les cercles, nous demandons en compte. Il a envoyé un courrier nous le jour pour dire contre nous après-midi là. En convocation, c'est au minimum 3 jours de manière à ce que nous a organisé l'agenda. À l'approche de la fin du délai imparti pour résoudre les problèmes posés par ce transfert d'une structure à l'autre, le conflit pourrait prendre une autre tournure. Eh bien, nous avons un blackout, nous n'avons pas d'autres solutions, parce que nous constatons que ce constat n'a pas fonctionné. C'est chaque fois, excusez l'expression, qu'on ne pas foutre un bordel en pays là, ça, nous ne pouvons pas mettre en bol, nous ne pouvons pas arrêter de faire gérer monde. Donc, nous mettons, nous faisons un blackout, et là, nous faisons un blackout là, nous faisons fermer par tabac. Dans l'attente d'une solution, c'est la possibilité d'un blocage qui pointe à l'horizon. Et une réunion s'est tenue cet après-midi au SIAG. Seuls les représentants de l'UNSA ont assisté à cette table ronde. Je vous propose d'écouter la réaction de Laurent Bernier, le président du SIAG. Nous avons voulu répondre à un questionnement légitime des salariés de l'industrie de l'eau en Guadeloupe, pas exclusivement ceux du SIAG. Et donc les questions qui sont les leurs, nous souhaitons apporter des réponses et nous souhaitions les apporter cet après-midi pour justement établir un nouvel agenda de travail, en particulier avec les représentants du personnel au sein du SIAG. Mais cette affaire-là concerne l'ensemble des autorités de l'eau en Guadeloupe et pas que le SIAG.
il pose des sujets qui ont des réponses, en particulier sur le droit du travail. Et donc les règles existent, elles seront appliquées à la lettre, et nous aurons des propositions à faire de façon à ce que personne n'ait le sentiment d'être lésé. Il s'agit d'un accord qui doit être gagnant-gagnant et servir le service public de l'eau et de l'assainissement en premier lieu, et les Guadeloupéens. Par conséquent, il ne s'agit pas d'échapper aux règles qui s'imposent à tous, il s'agit d'engager un dialogue, et je dois bien le reconnaître, c'est pas évident, ça se fait trop lentement, mais nous devons aboutir et nous aboutirons. Nous savons chacun que nous devons arriver à un résultat probant, parce que nous gérons l'eau des Guadeloupéens et nous gérons cette eau ensemble. Par conséquent, nous n'avons pas le droit d'échouer, ni les représentants du personnel qui peuvent s'inquiéter à plus d'un titre de leur statut. Je ne peux pas gérer les affaires de la Générale des Eaux, je ne peux pas gérer les affaires des autres collectivités qui ont des compétences en la matière, sauf à ce que ces collectivités nous rejoignent. Pour l'instant, nous avons décidé de renforcer le SIAG et, dans un second temps, de construire à partir de la volonté du SIAG clairement, nettement et précisément édictée, le syndicat mixte ouvert des eaux de Guadeloupe. Tout partira du SIAG et je m'emploierai clairement, nettement et précisément à ce que cette fois-ci, ce ne soit pas un rendez-vous manqué. En Martinique, l'absence de pluie commence à se faire sentir. Pour la deuxième année consécutive, la période du carême s'annonce très sèche. Une nouvelle qui ne ravit pas les agriculteurs. Reportage avec Damien Lansade et Louise Sabas, d'ATV Martinique. Et nous reviendrons sur cette sécheresse, mais tout de suite, le président du directoire de Guadeloupe Port-Caraïbes est avec nous. Bonsoir, Issa Lin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez présenté hier les bons chiffres de l'activité de l'année 2015. Vous avez d'ailleurs évoqué une reconquête. Le port de la Guadeloupe aurait réalisé le deuxième meilleur score de son histoire. Oui, c'est une belle année 2015 après 2 années un peu plus mitigées en 2013 et 2014. On a quelques belles satisfactions, plus d'1 million de passagers dans les installations de Pointe-à-Pitre, 3 600 000 tonnes, et puis un dernier chiffre, 62 000 conteneurs équivalent 20 pieds en transbordement. C'était un de nos objectifs de progrès, on l'a atteint, c'est plutôt intéressant. Vous avez parlé des perspectives pour l'année 2016, quelles sont ces perspectives? Elles sont très prudentes parce que la conjoncture est extrêmement compliquée. Il y a l'ouverture des 3e Jeux d'écluse du canal de Panama entre mai et juin, il y a encore quelques incertitudes, beaucoup d'attentes des armateurs, donc si on fait aussi bien en 2016 qu'en 2015, ce sera déjà une belle réussite. En revanche, vous peinez quand même à convaincre les membres de la Fédération Nature-Environnement qui s'est déclarée contre le projet fortement critiqué également par l'autorité environnementale, le groupement d'experts indépendants. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Écoutez, d'abord, on ne peut pas dire que l'autorité environnementale a critiqué le projet parce qu'elle émet un avis qui n'est pas un avis d'opportunité. Qui n'est pas favorable. Ce n'est pas un avis d'opportunité, c'est un avis sur les conditions dans lesquelles les impacts sur l'environnement ont été étudiés. Et en Guadeloupe, comme dans l'ensemble des Outre-mer, on part d'un peu plus loin qu'en Europe continentale, où il y a une foule d'études, une masse d'études qui existent déjà. Nous, il a fallu qu'on rattrape progressivement ce retard pour donner une bonne connaissance, de bonnes informations précises à tous ceux qui s'intéressent, et ils ont droit de le faire et raison de le faire, à la qualité de l'environnement. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour préserver l'environnement, justement? De nombreuses mesures, d'abord pour éviter le plus possible les effets, avec une interdiction systématique de rejet des sédiments qui ont été dragués en dehors des zones réservées à cet effet, des mesures aussi de réduction de ces impacts en limitant le nombre de mètres cubes à draguer, et puis des mesures de compensation qui sont celles qu'on retient plus facilement avec des déplacements de massifs de coraux, d'herbiers. Voilà quelques-uns des exemples. Oui, on parle de première opération de transplantation d'un minimum de plus de 4000 colonies de coraux, des herbiers sains également propices à la reproduction des tortues. On a eu du mal, nous, à vérifier cette information, mais vous nous confirmez ce soir que ça a bien été fait depuis l'an passé?
Oui, ça a été fait. Les résultats sont un peu mitigés et c'est important de le souligner parce que ce n'est pas quelque chose qu'on mesure une seule fois, c'est quelque chose qu'on va mesurer dans la durée. Le Grand Port Maritime a fêté dernièrement ses 40 ans. Il est là en Guadeloupe pour des dizaines d'années, des centaines d'années. Il est responsable de ce qu'il fait et donc on donnera à voir ce qui marche pas et quand ça ne marche pas, on le corrigera jusqu'à ce que ça marche. Il y a quelque chose qui fonctionne, c'est les croisières en Guadeloupe. Oui, ça marche très fort. 400% de croissance sur les 5 dernières années. On est au bout de ce qu'on pouvait faire. On a progressé beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait. Alors, toute la Caraïbe, la Jamaïque, Cuba se prépare à recevoir les grands navires avec la mise en service des nouvelles écluses du canal de Panama, prévues au mois d'avril. Est-ce que la Guadeloupe est prête aujourd'hui? Ah oui, elle est prête. Projet. Elle est prête. Ça fait depuis 6 ou 7 ans qu'elle se prépare. Elle est totalement prête. Elle est en avance. On avait prévu de terminer Rikkerak en mars. On est prêt depuis décembre. Et d'ailleurs, les premiers navires de la classe supérieure sont arrivés la semaine dernière. C'est déjà un signal encourageant et du bien fondé de notre démarche. Est-ce que la Guadeloupe est de taille finalement aussi vis-à-vis de ses concurrents de la Caraïbe? Oui, elle est de taille, mais dans son marché, qui est un marché régional, nous ne sommes pas en compétition avec Panama, avec Kingston ou avec Mariel à Cuba. Nous sommes en compétition avec Punta Caucedo en République dominicaine, Port of Spain à Trinidad. On est sur un marché régional. Est-ce que finalement, cet investissement, qu'est-ce que ça va porter? On dit que beaucoup d'emplois, les associations disent non pas tant que ça, que la portée économique n'est pas si importante. Écoutez, d'abord, il y a des premiers résultats, c'est qu'il y a plus de dockers qui ont été recrutés pour faire face à cette activité-là. Ce n'est pas des emplois du port, c'est des emplois des entreprises qui travaillent pour le port. Mais je dirais, ce n'est pas ceux-là qui sont essentiels. Ce qui est essentiel d'abord, c'est qu'il fallait qu'on passe à des navires plus grands, d'abord pour garder notre desserte directe, et ensuite pour avoir des coûts tirés vers le bas, parce que ces économies d'échelle réduisent les coûts de transport. Ensuite, et sans être trop long, l'idée c'est d'avoir plus de valeur ajoutée avec les opportunités créées par ces marchandises qui arrivent, qui peuvent être transformées un peu sur place et réexportées sur les nombreuses destinations nouvelles avec lesquelles la Guadeloupe est connectée. Et qu'en est-il du trafic interile? Le trafic interile passager, il est en bonne santé plutôt. Il ne progresse pas aussi vite que la croisière, ce n'était pas possible, mais ça marche plutôt pas mal, avec 6% de croissance sur le trafic archipel. L'interil, c'est plus compliqué. L'interil, c'est Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, Guadeloupe. C'est plus compliqué, mais je sais que les opérateurs sont très dynamiques et que des offres commerciales se profilent pour redynamiser ces marchés-là. Pourquoi ce sera plus complexe? Peut-être parce que la concurrence de l'avion est vive. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir. Des chercheurs américains ont démontré que les pratiques sexuelles bucco-génitales augmenteraient les risques de développer des cancers de la gorge et de la bouche. Les hommes seraient d'ailleurs 2 fois plus concernés que les femmes. Êtes-vous prêts à renoncer à ce type de rapport pour préserver votre santé? Loïs Ignace et Linda Kayarsi sont allés recueillir vos réponses. Je trouve que c'est vraiment ridicule. Voir le sexe oralement, non. Physiquement peut-être, mais pas oralement, franchement. Peut-être qu'elle a tort, hein, parce que c'est une bonne chose de commencer oralement pour toucher la chose physiquement. Donc on ne sait jamais. Donc. Moi, personnellement, j'ai pas le cancer de la gorge. Tu as le cancer de la gorge? Non, j'ai pas le cancer de la gorge. Ah ben, je sais pas. Est-ce que ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur. Moi, je dirais que c'est quelque chose quand même chez les jeunes qu'on trouve assez bien, mais c'est vrai que c'est un peu risqué et que il faut qu'on évite de faire n'importe quoi quand même et puis essayer de ne pas prendre des risques et puis voilà. Hein. Ça signifie que la plupart des hommes en Guadeloupe, nous sommes exposés à ça. Et surtout s'il s'agit de pluralité de partenaires. Donc on est tous exposés. Mais j'aurais bien aimé voir cette étude-là de manière plus approfondie. Voilà. Est-ce que ça vous fait peur? Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà, on va dire ça. Déjà, je ne suis pas américain, donc je pense que leurs études, ils font des études un peu cheloues. Après, c'est pas tombé des nues. Je pense qu'ils ont quand même étudié quelque chose sur des cas. Donc moi, mon avis, c'est que comme aux Antilles, nous sommes assujettis à avoir beaucoup de maîtresses. Me concernant, je ne pratique pas de rapport buccal si je dois voir ailleurs. Par contre, si c'est ma doudou, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi je pense que ça peut provoquer des maladies s'il y a effectivement un terrain infectieux, inflammatoire, infectieux. Après, je pense pas que
que cette sexualité entraînerait des maladies, quoi. Le cunnilingus, c'est la meilleure des choses. Parce qu'on se fait téter par nos hommes pour ne pas avoir le cancer du sein. Alors on se fait téter par en bas pour ne pas avoir le cancer du col de l'utérus. C'est la meilleure des choses. Mesdames, faites-vous lécher par vos hommes. C'est bon. C'est tout ce qu'il y a de bon. Merci. Vaudou, sacrifice, escroquerie, emprise, c'est le procès de la terreur qui vient de s'ouvrir aujourd'hui à Pontoise, en banlieue parisienne. Sur le banc des accusés, maman, telle que se faisait appeler cette Antillaise de 65 ans par les anciens membres de la communauté qu'elle avait créée avec son mari et ses 2 filles. 11 d'entre eux sont partie civile à ce procès. Ils accusent la famille Jasmin d'extorsion de fonds, de raquettes et d'emprise psychologique. Le reportage d'Éric Dupuis d'ATV Paris. Les premières plaintes remontent à 2007, mais l'enquête a débuté il y a exactement 10 ans. Une famille originaire de la Martinique est soupçonnée de dérives sectaires au sein même de leur pavillon de Marly-la-Ville, dans le Val d'Oise. Ils ont développé depuis la fin des années 80 une véritable communauté. Rites vaudou, voyance, sacrifices étaient prodigués par Mélite, âgée actuellement de 65 ans. Aujourd'hui, 11 anciens membres se portent partie civile. Ils s'estiment victimes de sujétions psychologiques. On subissait tous des humiliations, on a subi tous la même chose et on restait malgré tout. Donc c'est qu'il y avait une crainte à un moment donné. J'ai voulu partir, mais sauf qu'il y avait encore mes parents, donc j'étais un peu prise à la gorge, quoi. Je suis restée parce que je voulais pas les laisser là. Catherine a passé 18 ans au sein de la secte. Aujourd'hui, c'est difficile d'affronter son ancienne mentor. Psychologiquement, dur de pouvoir faire face aux gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont escroqué. Donc, une journée un peu stressante. Et puis, après coup, je me dis qu'au moins, on saura la vérité. Donc là, je me sens plus libérée au fur et à mesure de l'affaire. Pour la partie civile, l'enjeu est de prouver aussi le racket. Mais le système de paiement est très difficile à relever. Les parties civiles tiennent exactement le même discours sur la remise des espèces. Alors parfois il leur arrivait effectivement de remettre aussi un chèque, mais qui n'était pas encaissé, un chèque en blanc qui n'était pas encaissé, et qu'ils récupéraient lorsqu'ils ramenaient la somme en espèces. Voilà. La défense n'a pas voulu s'exprimer à l'issue de cette première journée d'audience. La principale prévenue encourt 5 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Dans un instant, l'heure de la réflexion pour les lycéens de l'Académie de Guadeloupe. Plus de 2000 élèves ont participé au forum post-bac au lycée Faustin-Fléret de Morne-à-l'Eau. Et puis pourquoi le coût de l'automobile est plus cher en Guadeloupe qu'en France hexagonale. Yvon Lemar nous apportera des éléments de réponse. En Guyane, les Amérindiens souhaitent une reconnaissance de leurs droits et de leur culture. Une pétition en ligne a été lancée le 11 février dernier par un jeune homme métis amérindien. Elle a déjà recueilli près de 35 000 signatures en 5 jours. Ayodé Germa, d'ATV Guyane. Préservation des connaissances médicinales ancestrales, mais aussi accès à la propriété foncière et lutte contre le suicide des jeunes Amérindiens. Cette pétition revient sur les difficultés rencontrées par les Amérindiens de France. J'attends clairement la ratification de la convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail qui reconnaît en fait les droits des peuples indigènes et qui par sa ratification contraindrait l'État français à adopter les lois, les mesures nécessaires pour répondre aux revendications des peuples autochtones de Guyane. Cette convention a été adoptée en 1989 et la France ne l'a toujours pas ratifiée, contrairement à son voisin brésilien. Son argumentation, la République est une et indivisible par son territoire et les composantes de sa population. Un argument que réfute le chef du village de Sainte-Rose de Lima. Pour eux, on n'a pas besoin de ça. Alors que nous, on a besoin de ça pour sauvegarder notre tradition et notre culture. Parce que si on n'est pas reconnu internationalement, on ne peut rien faire. Il y a d'autres communautés qui ont les 3 jours de commémoration, il y a les Hmong qui fêtent 2 fois leur nouvel an. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas grand-chose, mais cette reconnaissance va nous permettre vraiment d'exister au sein de la population guyanaise.
Ce village fait face à des problèmes de surpopulation. 20 hectares pour 500 personnes, un cas parmi bien d'autres, dû à la difficulté de l'accès au foncier. Cela nécessite une réforme du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Il est possible d'avoir des zones de droit d'usage collectif qui permettraient justement aux Amérindiens d'obtenir plus de terrain aux abords des villages. C'est vraiment une question primordiale et je dirais même que c'est une réparation au vu de l'histoire. Nous avons besoin de retrouver nos terres ancestrales. On dénombre environ 9000 Amérindiens en Guyane, soit 5% de la population. Cette pétition a notamment été adressée au président de la République. Elle a recueilli 35 000 signatures en moins d'une semaine. En Guadeloupe, les enjeux de santé mentale en région pointoise sont de plus en plus préoccupants. Les professionnels se retrouvent parfois impuissants face à des situations de plus en plus complexes. Pour les aider et aider les acteurs du terrain, la communauté d'agglomération Cap Excellence, en partenariat avec l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, organise pendant 2 jours une formation spécifique à la médiathèque Roger Toubson des Abîmes, une étape préalable à la mise en place d'un conseil local en santé mentale. Reportage Karen Diam. Aider au mieux la personne atteinte de troubles psychiques est l'objectif que s'est fixé le Conseil local en santé mentale. Il y a une vraie souffrance mentale dans notre société actuelle et l'idée c'est de mieux connaître ces publics-là et de mieux avoir des outils justement pour pouvoir les accompagner. Mais parce que la grande majorité des professionnels sont quand même dépourvus justement et on ne sait pas toujours comment réagir. Et parmi les acteurs, les élus aussi. Les élus accueillent beaucoup de populations, être en capacité de les orienter. Les professionnels à avoir des réflexes, connaître aussi l'ensemble des interventions sur ce territoire. Les bailleurs sociaux, que faire effectivement quand un certain nombre de locataires sont confrontés à ces difficultés-là. Donc la difficulté réelle, les besoins sont là, il s'agit de mieux connaître ces besoins, de mieux les repérer et ensuite de mieux définir les actions d'accompagnement. Et pour ça, il faut qualifier l'ensemble, les professionnels, les élus, les associations, les aider justement à être un peu plus outillés. Huguette, infirmière au centre hospitalier de Monterran, reconnaît volontiers le bien fondé de cette formation. Pour participer à une telle formation, ça nous permettra bien sûr de pouvoir renchérir, je veux dire, nos pratiques avec cet outil-là. Et puis aussi, c'est l'occasion de rencontrer les partenaires, l'ensemble des partenaires, puisque, comme vous avez pu le constater, c'est très très riche en termes de diversité. Nous avons l'UDAF, les CCAS, des représentants de la police. Et pour nous, c'est primordial dans la prise en charge. Pas seulement quand nous avons des difficultés, mais aussi pour pouvoir faire passer un message commun. Qu'est-ce qu'un patient qui présente des troubles de santé mentale? Pour nous, c'est important que tout le monde puisse avoir une même vision des choses. Le plus, je peux dire, que cette formation, cette rencontre avec tous ces partenaires va nous apporter, c'est avoir un même langage. C'est-à-dire, lorsque nous appelons un partenaire qui puisse comprendre quelles difficultés, quand nous allons lui exprimer notre difficulté, qu'il puisse savoir quelle réponse peut-être nous apporter, que l'échange soit riche en fait. Et pour mettre en place cet outil innovant, l'expertise de professionnels de santé aura été requise et le résultat sans appel concernant certaines zones de l'archipel. Alors par rapport à la prévention en santé mentale, c'est sûr et certain que le manque est criant puisque l'ensemble des partenaires qui sont très nombreux ici aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, l'ensemble des partenaires se rend compte que seuls ils n'arrivent pas à mettre en place la prévention et c'est ensemble qu'on y arrivera, mais ensemble aussi avec les usagers et les aidants puisque les familles et les patients sont ici parmi nous pour cette formation. Une formation qui devrait permettre aux personnes atteintes de troubles psychiques d'être mieux intégrées et comprises au sein de la société. En Guadeloupe, le transport pour tous est encore loin d'être une réalité. Résultat, près d'un ménage sur 2 possède une voiture et 20% des Guadeloupéens en possèdent au moins 2. Des véhicules dont l'entretien est largement plus élevé qu'en France hexagonale, plus cher d'au moins 2 000 € par an, selon une étude de l'Observatoire des prix, des revenus et des marges. Comment expliquer cette différence? Les explications avec Yvan Lemar et Patrick Curie. Coût d'achat, coût de financement, coût de l'assurance, coût du carburant et coût de l'entretien, voici les différents points pris en compte dans cette étude.
Un constat, sur un an, selon les catégories de véhicules, l'écart budgétaire varie de 34 à 56%, soit plus de 2 000 € d'écart par rapport à l'Hexagone. Sur ces 2 000 € d'écart, il y a environ 1 000 € qui sont dus à un effet prix du fait du coût de la vie plus important en Guadeloupe. Le deuxième poste de dépense, et ça c'était une surprise de cette étude, c'est qu'on roule beaucoup plus maintenant, en Guadeloupe notamment, qu'en métropole. Mon petit véhicule essence roule en Guadeloupe aujourd'hui 14 000 km en moyenne. Chiffre non contesté et confirmé par une étude de terrain, alors que le même petit véhicule ne roulera plus que 8 000 km en métropole. Et le troisième écart, dans le prix, mais là ça joue pour environ 300 €, c'est effectivement les conditions climatiques. Pour des raisons qu'on n'a pas expliquées, un train de pneus premium de bonne qualité donc dure 2 fois moins longtemps en Guadeloupe ou en Martinique qu'en métropole. Et donc qui dit 2 fois moins longtemps dit des changements plus rapides, et comme vous roulez davantage, dit des changements encore plus rapides donc sur les pièces d'usure. Cette étude a été menée sur les 10 véhicules les plus immatriculés en Guadeloupe, des écarts significatifs qui peuvent être réduits. Je crois que ce qui est important, c'est de confirmer le ressenti des citoyens sur leur budget automobile et de faire jouer la concurrence. Bon, le premier poste sur lequel je pense qu'il faut agir, c'est la concurrence entre les réseaux. Les deux postes après qui sont très importants en termes de coût, c'est le coût du crédit et le coût du financement et le coût de l'assurance. Et là aussi, je pense que c'est aussi aux usagers, aux propriétaires de véhicules de faire jouer la concurrence entre les banques, les sociétés de financement, voire les sociétés d'assurance entre elles. Le développement des transports en commun pourrait aussi permettre de réduire cet écart. Selon cette étude, l'écart observé est sensiblement le même pour la Guadeloupe et la Martinique, mais plus important en Guyane. Plus de 5000 élèves de terminale des lycées publics et privés sous contrat de l'Académie sont attendus pour les journées du Forum Post-Bac. Ce matin, c'est le lycée Faustin-Fléret de Morne-à-l'Eau qui accueillait plus de 2700 élèves de l'Académie. Reportage Loïs Ignace, Linda Kayarsi. Chaque année, le rectorat organise le forum post-bac, l'occasion pour les élèves de terminale de se décider et de faire leur choix concernant leur orientation après le bac. Emmanuel et Kezia, 2 élèves de terminale en section sanitaire et sociale au lycée de Port-Louis, ont une idée bien précise de la filière professionnelle vers laquelle ils souhaitent se diriger. Si on ne trouve pas de prépa, on compte aller à l'université. Et puis nous, c'est le sanitaire et social, donc le sport, la sécurité, c'est pas notre domaine. Les 2 lycéens se renseignent sur le stand de l'IUT pour connaître les filières accessibles après leur bac. Tu sais déjà quel métier que tu veux faire? Oui. Tu veux faire quoi? Infirmière? Mais infirmière avec la licence, tu peux pas t'arrêter la licence et te dire qu'après la licence tu seras infirmière. C'est pas possible. Avec la licence biologie biochimie ou la licence SVT, tu continues en master ou tu passes des concours de niveau bac plus 3. Le concours infirmier, ce serait plus les prépas. Emmanuel et Kezia ont obtenu les renseignements dont ils avaient besoin pour accéder à la prépa concours infirmier. On se fixe peut-être vers la métropole, ce sera mieux. Il y a plus de choses, il y a plus de choix. Ici, il y a une seule prépa qui est gratuite. Et le taux de réussite n'est pas, enfin c'est de 80%, tant mieux. Mais c'est sur dossier et il y a beaucoup de personnes qui peuvent accéder. Kesha s'informe sur une filière où les filles sont minoritaires, c'est celui de l'automobile. Je suis intéressée par tout ce qui est automobile, mais je n'étais pas encore au courant des divers débouchés, donc je suis venue me renseigner. Les élèves, les étudiants qu'on a eu en BTS ont tous été embauchés après le BTS. Donc le BTS existe depuis 4 ans. On a déjà eu 2 fois 100% de réussite au BTS. Pour le rectorat, le forum post-bac permet aux élèves de terminale d'opter pour une orientation choisie et non subie. L'objectif, c'est évidemment de valoriser toutes les possibilités de poursuite d'études. Et nous travaillons en partenariat avec un certain nombre de structures qui proposent des formations post-bac. Évidemment les BTS, l'Université des Antilles et d'autres structures également qui sont présentes sur le territoire. Les lycéens ont jusqu'au 2 avril prochain pour formuler leurs vœux définitifs sur le site APB, Admission Post-Bac. En attendant, une deuxième matinée Forum Post-Bac se déroulera vendredi 18 février au lycée de Pointe-Noire où 2000 lycéens sont attendus.
L'association Racine a invité une vingtaine d'artistes à laisser libre cours à leur imagination dans le cadre d'une exposition organisée pour la 11e édition du Mois de l'Afrique. Musique noire et mémoire au pluriel. Une exposition à découvrir à la salle de la BDAF à Pointe-à-Pitre jusqu'au 22 février. Le reportage de Loïs Ignace. Dans le cadre du Mois de l'Afrique, l'association Racine a fait appel aux artistes pour composer des œuvres autour d'un thème, musique noire et mémoire. L'artiste Jérôme Jean-Charles travaille les matières telles que la résine, le bois ou encore le métal en fonction de son inspiration. J'ai les 2 pièces sculptées, plus un peu la sagesse et le spiritisme africain. La sagesse de nos ancêtres ici, et une œuvre que j'ai appelée Spirit, tout le côté spirituel, un peu de l'au-delà. Jean-Marie Roger utilise de la peinture acrylique sur toile pour faire danser ses personnages sur le thème de la musique noire. Les 2 thèmes forts, donc j'ai 2 cartes d'Afrique, l'Afrique enchaînée et l'Afrique déchaînée. L'Afrique enchaînée, c'est que c'était musique et mémoire. Bon, il y a 2 petits tambouillés dedans, mais c'est pas ça le plus fort, mais surtout la mémoire, donc voilà, histoire. Et l'Afrique déchaînée, et au milieu, eh bien, la danse. À travers son œuvre, Georges Rovelas a représenté les esclaves africains lors de la traversée dans le bateau négrier. C'est de situer une sorte de synonymie par ce véhicule qui nous a amenés jusqu'ici, qui est la mer, et de soutirer, d'extirper en elle les éléments qui nous constituent. C'est ça. Une exposition à voir jusqu'au 22 février avec une date importante où les artistes invitent le public à un moment d'échange et de partage lors d'un pot de finissage le vendredi 19 février prochain. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM. Un concert pour vaincre le traumatisme. Le groupe américain Eagles of Death Metal était de retour ce soir sur la scène de l'Olympia. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Et Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Il était entendu par les juges dans l'affaire dite de Pygmalion. Le manoir de Saint-Cloud de Jean-Marie Le Pen a été perquisitionné aujourd'hui par la police dans le cadre d'une enquête pour une fraude concernant 20 assistants parlementaires du parti. Il se dit la cible d'une persécution du pouvoir. Un peu plus de 3 mois après l'attaque du Bataclan, les Eagles of Death Metal étaient de retour ce soir sur la scène de l'Olympia à Paris. Près de 3000 personnes étaient attendues dans la salle, dont environ un tiers qui étaient présents au Bataclan le 13 novembre dernier. L'Olympia et son quartier sous haute surveillance, sécurité maximale, 300 policiers au moins mobilisés toute la journée. Il y aura une équipe cynophile, le service de déminage sera là, tout le quartier, toutes les rues à proximité donc de la salle de spectacle vont être vidées des véhicules. Il y aura des stationnements qui seront interdits tout au long de la journée, donc le boulevard des Capucines, la rue Comartin, le square et la rue Édouard VII, donc voilà, tout un périmètre aux alentours qui sera totalement sécurisé et vidé des véhicules, tant les 2 roues que les 4 roues. Sécurité dès ce matin renforcée en début d'après-midi. Aucun piéton ne pourra rentrer dans ce périmètre à l'exception des riverains, évidemment, et de celles et ceux munis d'un billet de spectacle. Il y aura un préfiltrage d'abord par les policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation, avec des palpations, avec le magnétomètre pour les détecteurs de métaux, et puis un second contrôle qui sera fait par les agents de sécurité de l'établissement pour rentrer là à l'intérieur de la salle. 3000 personnes sont attendues à l'Olympia ce soir, parmi elles 1000 qui étaient au Bataclan le soir des attentats. Et la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les attentats a auditionné les rescapés et les familles des victimes des attentats du 13 novembre. Ils ont pointé du doigt les dysfonctionnements de la police, incapables de rassurer selon les témoins et d'informer ou encore de s'organiser. La commission d'enquête va maintenant chercher à comprendre ce qui a mené à ces ratés. Les rescapés du 13 novembre témoignent. Premier dysfonctionnement signalé, celui du standard de la police le soir des attentats. J'étais obligée de chuchoter parce que le terroriste était toujours derrière notre porte. La personne m'a demandé de parler plus fort. Je lui ai expliqué que j'étais en otage et que le terroriste était derrière la porte. Et la policière s'est énervée et m'a raccroché au nez en me disant « tant pis pour vous ».
ce raté, la commission d'enquête est là pour l'analyser. La commission d'enquête va faire son travail, ce sont des appels qui normalement sont enregistrés, ils vont pouvoir remonter, faire une enquête là-dessus pour savoir. Autre problème, des secours qui tardent à intervenir, totalement débordés. Plus de 20 minutes alors qu'on est à un endroit avec un carrefour, avec du passage. Les gars qui demandent à son collègue où l'oxygène, je sais pas, il n'y en a pas quoi. Difficulté aussi pour les proches des victimes, impossible d'obtenir des informations auprès du numéro d'urgence. Il est inaccessible depuis l'étranger. Je m'y trouvais et c'était impossible. C'est aussi le numéro que ma maman a fait depuis la France, à qui on lui a sans cesse répété. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles, c'est plutôt bon signe. Des paroles inopportunes, son père est la première victime des attentats, tué au Stade de France. Pour la commission d'enquête, l'objectif est de comprendre ce qui a mené au raté. Les secours eux-mêmes comptent sur ce retour d'expérience. Quand nous, on a appris qu'il y avait une fusillade, qu'en même temps, il y avait une explosion au Stade de France, il y a une confusion totale qui a régné. Il faut prendre le temps d'analyser ce qui pourrait être amélioré. Il y a eu un après-Charlie, il y aura un après-Bataclan. Pour préparer cet après-Bataclan, la commission d'enquête rendra son rapport mi-juillet. Et après une longue journée d'audition, la sentence est tombée pour Nicolas Sarkozy. Il a été mis en examen pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Il a par ailleurs été placé sur le statut de témoin assisté pour les chefs d'usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Le manoir de Jean-Marie Le Pen, situé à Saint-Cloud en banlieue parisienne, a été perquisitionné aujourd'hui par la police. Une opération effectuée dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires du Front National. Ils sont soupçonnés d'avoir été rémunérés par l'Union européenne pour des postes qu'ils n'occupaient pas. Le fondateur du Front National se dit être la cible d'une persécution du pouvoir. On écoute sa réaction. On procède à une perquisition générale des ordinateurs, des iPads, puis ils sont en train de regarder les papiers, les carnets de chèques, les talons de chèques, enfin bref tout. Il n'y a que mes slips qui n'ont pas regardé. C'est la deuxième fois, c'est ce qui est inquiétant, parce que je suis, semble-t-il, la cible d'une persécution délibérée de la part du pouvoir et maintenant du Parlement européen, mais il est vrai que c'est un socialiste qui est à la tête du Parlement européen. Par conséquent, il peut y avoir quelques accointances. Je croyais que tout ça était dû à Madame Taubira, avant que c'était peut-être dans les tuyaux avant qu'elle ne parte. Merci d'avoir tourné avec nous les pages d'actualité régionales et nationales de ce mardi 17 février. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.